Bienvenue sur Journal de l'innovation. Ici, on analyse l'actualité géopolitique, les technologies et innovations croissantes. Dans cette vidéo, nous allons analyser la saisie d'un pétrolier russe par les États-Unis en pleine haute mer, ce qui s'est réellement passé, les enjeux juridiques et militaires derrière cette opération, et ce que cet épisode révèle sur la guerre économique et le droit international. Pendant des décennies, l'Occident s'est raconté une histoire confortable. Une histoire dans laquelle les États-Unis seraient les garants du droit international, les arbitres neutres de la liberté de navigation, les protecteurs d'un ordre mondial fondé sur des règles. Mais depuis quelques années, et plus encore depuis l'escalade des sanctions contre la Russie, l'Iran et le Venezuela, ce récit se fissure. Et le 7 janvier, en plein Atlantique Nord, ce masque est tombé. Les forces américaines ont arraisonné un pétrolier battant pavillon russe, en haute mer, loin de toute zone de guerre, loin de tout mandat international délivré par l'ONU. Un acte que Washington présente comme une simple application de sanctions, mais que Moscou, Pékin et une grande partie du monde non occidental perçoivent pour ce que c'est réellement. Un précédent dangereux, une démonstration de force brute et une violation flagrante de la souveraineté maritime. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un navire, c'est l'histoire d'un monde qui bascule, d'un empire qui panique et d'une Russie qui, contrairement au récit dominant, ne recule pas. La Russie observe plutôt, elle encaisse et elle s'adapte. Reprenons les faits, calmement, méthodiquement. En début décembre, un pétrolier connu sous le nom de Bella 1 navigue dans la région Caraïbe. Il est accusé par les États-Unis d'avoir transporté du pétrole iranien, puis d'être lié aux exportations vénézuéliennes. Autrement dit, d'avoir contourné des sanctions unilatérales américaines non reconnues par l'ONU. Ces sanctions ne sont pas des sanctions internationales, mais des sanctions américaines étendues de manière extraterritoriale. Lorsque la garde côtière américaine tente un premier abordage, l'équipage refuse. Ce refus, parfaitement légal en l'absence de mandat international, déclenche une poursuite. À partir de là, le navire quitte les Caraïbes et met le cap vers l'Atlantique Nord. Est-ce une fuite ou une tentative légitime d'échapper à une juridiction qui ne s'applique pas? C'est ici que la narration occidentale devient malhonnête. Le navire change de nom. Il devient Marinera. Il obtient une immatriculation officielle sous pavillon russe, validée par le ministère russe des Transports le 24 décembre. Selon le droit maritime international, un navire battant pavillon d'un État est sous la juridiction exclusive de cet État en haute mer. C'est l'un des principes fondamentaux de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Peindre un drapeau russe sur la coque n'est pas une provocation, c'est une affirmation de juridiction. À partir de cet instant, toute action coercitive contre le navire sans l'accord de la Russie devient juridiquement contestable. C'est précisément pour cela que Moscou proteste officiellement et exige l'arrêt immédiat de la poursuite. Face à l'insistance américaine, la Russie fait ce que n'importe quelle puissance souveraine ferait. Elle envoie des navires de surface et un sous-marin, non pas pour attaquer ou provoquer, mais pour signaler clairement que le navire est désormais sous protection russe. Contrairement à ce que suggèrent certains médias occidentaux, il ne s'agit pas d'une tentative désespérée, mais d'un message stratégique. La Russie ne reconnaît pas le droit américain à imposer leurs sanctions en haute mer. Et c'est ici que l'hypocrisie occidentale éclate. Les mêmes pays qui invoquent la liberté de navigation en mer de Chine méridionale applaudissent aujourd'hui une interception armée d'un navire russe en plein Atlantique. Les États-Unis ne se contentent pas d'un simple contrôle. Ils déploient des avions P-8 Poséidon de guerre anti-sous-marine, des AC-130J Ghost Rider, plateformes de bombardement lourds, et des forces spéciales héliportées. Soyons clairs, on ne déploie pas un AC-130 pour un simple contrôle douanier. C'est une opération politique et militaire destinée à envoyer un message à la Russie, à la Chine, au Venezuela et surtout au reste du monde. Le message est simple. Les États-Unis se réservent le droit d'arraisonner n'importe quel navire, n'importe où, s'il ne se soumet pas à leurs sanctions.
Le 7 janvier, malgré la présence russe à distance, les forces américaines montent à bord du Marinera. L'équipage est arrêté, le navire est saisi. Mais du point de vue du droit international, quelque chose de fondamental vient de se produire. Un État s'est arrogé le droit d'ignorer le pavillon d'un autre État, d'imposer ses sanctions nationales en haute mer, d'utiliser la force sans mandat onusien. Pour Moscou, mais aussi pour Pékin et une grande partie du Sud global, c'est une ligne rouge franchie. L'Occident parle sans cesse de flotte fantôme. Mais posons la vraie question. Quand les États-Unis confisquent des avoirs russes, iraniens ou vénézuéliens sans décision de justice internationale, est-ce légal ou fantôme? La Russie n'a pas inventé ce système. Elle s'est adaptée à un régime de sanctions conçu pour l'asphyxier. Ce commerce énergétique alternatif alimente l'économie russe, soutient ses partenaires, accélère la dédollarisation et renforce les échanges en roubles, en yuan, en monnaie locale. C'est précisément pour cela que Washington s'acharne. Mais la Chine n'a pas tardé à réagir. La diplomatie chinoise dénonce une violation grave du droit international et rappelle son opposition de principe aux sanctions unilatérales. Ce qui n'est pas un détail, car la Chine observe attentivement. Si un pétrolier russe peut être saisi aujourd'hui, un pétrolier chinois pourrait l'être demain. Le message américain inquiète bien au-delà de Moscou. Cependant, l'Europe, comme souvent, se tait. Elle soutient tacitement Washington, tout en subissant des prix énergétiques plus élevés, une dépendance accrue au gaz américain et une marginalisation stratégique. Et l'ironie de l'histoire, c'est que ce sont les économies européennes, pas la Russie, qui ont payé le prix fort des sanctions. Contrairement au récit triomphaliste occidental, la Russie n'a pas ouvert le feu, ni provoqué d'incidents militaires, ni offert à Washington le casus belli qu'il recherchait peut-être. Elle a pris note. Et l'histoire récente montre une chose. Quand la Russie prend note, elle ajuste sa doctrine, avec plus d'escortes, plus de coordination avec la Chine et l'Iran, et plus de routes alternatives. Cette affaire n'est pas une victoire occidentale, c'est un aveu de faiblesse. Un empire sûr de lui n'a pas besoin de saisir des pétroliers en haute mer. Il n'a pas besoin de transformer ses sanctions nationales en loi universelle. La Russie, elle, n'est pas isolée. Elle est en transition stratégique, dans un monde multipolaire en gestation. Le 7 janvier n'a pas humilié Moscou. Il a surtout révélé jusqu'où Washington est prêt à aller pour ralentir un monde qu'il ne contrôle plus totalement. Et dans ce nouveau monde, une chose est certaine. La force brute ne suffit plus à imposer une légitimité. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire, car chaque interaction permet de soutenir la chaîne et de diffuser cette analyse à davantage de personnes. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle analyse sur Journal de l'innovation.